Voilà, les retardataires arriveront. Alors, le tour de table, on l'a déjà fait. Donc, l'atelier est donc animé par Promuséum. On équipe les musées depuis quelques années déjà. Et on va essayer de partager avec vous cette expérience. Alors, moi, j'ai tendance à parler de facteurs de réussite, parce que l'éco-conception, si vous vous êtes déjà penché sur le sujet, c'est l'éco-conception, c'est avant tout un état d'esprit et une volonté qui doit être partagée par l'ensemble de l'équipe depuis le début d'un projet jusqu'à la fin. Ça veut dire que si l'éco-conception n'est pas partie prenante depuis le début, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir quelque chose de cohérent sur tous les niveaux. Mais moi, je dis toujours que si on commence à vouloir faire tout parfaitement très bien, c'est très compliqué. Et parfois, c'est important sur un projet de commencer de manière très pratico-pratique à voir comment est-ce qu'on peut s'approcher sur la partie matérielle en éco-conception de qu'on va appeler la réemployabilité et la modularité. Parce qu'en fait, nous, on est confrontés tous les jours à des équipements qui n'ont pas des moyens énormes. Et donc, s'engager dans une démarche d'éco-conception, il faut être astucieux et il faut être ingénieux. Et donc, pour ça, il faut commencer à penser notamment à l'objet vitrine sous différents aspects pour chaque exposition, même si c'est pas encore une démarche globale au sein du musée. On peut déjà, au niveau des vitrines, faire des choses. Alors, il faut penser l'objet vitrine pas comme un objet isolé, mais comme un objet qui va être multifacteur. On part toujours bien sûr des œuvres, de quoi est composé votre fond et quels vont être les dimensionnements dont vous allez avoir besoin, le type d'éclairement, le volume global de vos vitrines et comment vous envisagez l'interface avec le visiteur. Bon. Bien sûr, prendre aussi en compte vos facteurs extérieurs. Vous les connaissez, le parcours de visite. Est-ce que vos salles sont équipées de rails ou pas pour avoir un éclairage indirect? La sécurité, est-ce que vous êtes sur des problématiques importantes ou pas au niveau de la sécurité? Et la sécurité, c'est très vaste. Hein. Ça va passer, bien sûr, de la sécurité physique. Est-ce qu'il y a des gardiens, pas des gardiens? La sécurité d'approchement de l'œuvre avec les mises à distance. Ça va être aussi la mise sous alarme. Ça peut être juste des serrures de sécurité ou des verres anti-effraction. Donc la sécurité, c'est un sujet qui ne concerne pas que la vitrine. Et puis, vous avez bien sûr une dimension qu'il faut toujours avoir en tête, qui est la conservation préventive, avec les trois principaux facteurs à considérer, qui sont la protection des UV pour les collections, l'humidité relative, et plutôt, il faut parler de stabilité de l'humidité relative, puisqu'en fait, c'est ça qui est important, et la température. On regardera un petit peu tous ces sujets. Alors, on va aborder ces quatre grands thèmes, la vitrine patrimoniale, les typologies, l'éclairage, la conservation préventive, et puis un sujet qui est souvent pas abordé au tout début, qui est comment est-ce qu'on met les objets dans la vitrine, l'accrochage des œuvres. Là aussi, on peut avoir des solutions en modularité, c'est ce qu'on va regarder. Alors, le mot vitrine, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, ça représente des réalités extrêmement différentes. À la droite, vous avez de l'agencement. Donc là, on est sur de la simèse avec des niches qui sont éclairées. Et à gauche, vous avez des vitrines patrimoniales sur mesure d'une expo permanente. Une vitrine colonne, ça peut devenir une vitrine armoire. Elle peut avoir un socle, technique ou pas. Donc la vitrine colonne, pareil. Et puis vous avez un grand sujet qui est le sujet du système d'ouverture. Là, on a pris l'exemple d'une vitrine cloche. Il n'y a pas de bon système d'ouverture. Là, vous avez un système d'ouverture d'une porte amovible face avant. Alors, l'avantage, c'est que vous avez un accès complet à l'espace d'exposition pour l'œuvre, donc vous êtes en sécurité pour la collection. Mais en termes d'étanchéité, ça va pas être le système le plus performant, puisque en partie haute, vous avez juste un joint, mais c'est suffisant pour faire du contrôle passif avec du produit dessicant. Voilà. La même vitrine avec un autre système d'ouverture qui est une porte battante
avec là un profilé plus important en partie haute, donc un écrasement du joint qui va vous permettre d'avoir une étanchéité supérieure au niveau des parois latérales, et donc vous allez avoir une étanchéité à l'air plus importante. Et puis vous avez encore d'autres possibilités. En voilà une troisième. Alors là, on est sur une porte battante, mais avec juste un petit profilé en partie haute. Donc vous allez là baisser en termes de sécurité. Donc en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que une vitrine se définit souvent par son système d'ouverture, mais pour choisir le bon système d'ouverture, il va falloir prendre en compte d'autres critères de considération, qui vont être l'étanchéité à l'air et la sécurité. Alors après, vous avez le sujet de la vitrine très présente ou absente. Excusez-moi, mais je crois... Oui, c'est pas le bon PowerPoint. Ah ouais, c'est pas le bon PowerPoint. C'est lequel, celui-là? Ah, c'est pas le bon PowerPoint. Elle s'est trompée, Eva. Tu peux aller chercher le bon, s'il te plaît? Et je vais continuer, c'est pas grave. Oui, c'est le monsieur qui l'a. En fait, le début est le même parce que après, on réfléchit sur la modularité. Là, les vitrines, c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était pas le bon. Les vitrines, là, telles que vous les voyez, elles sont figées. Or, ce qui est intéressant dans la démarche de l'éco-conception, c'est qu'on retrouve de la modularité. Et donc, la vitrine, elle peut très bien être conçue pour avoir plusieurs usages. Là, on a vu par exemple le cas de la vitrine cloche. Elle est en deux parties. Vous avez la partie vitrée en haut et puis le socle en bas. On peut très bien imaginer que dans votre réflexion, en partant toujours des collections, vous regardiez si une vitrine cloche peut pas devenir aussi une vitrine table. Ou si une vitrine cloche qui est sur un support puisse aussi, dans le cadre d'une scénographie, devenir un objet vitrine autonome. On lui enlève son piétement et on va le mettre sur un socle. C'est-à-dire d'avoir une multiplicité d'usages avec le même objet vitrine. Ça, c'est un exemple intéressant. On va aussi pouvoir réfléchir à la modularité à l'intérieur de la vitrine du système d'accrochage. C'est un sujet qui est rarement abordé très en amont, l'accrochage des œuvres, mais en fait, quand vous partez d'une vitrine, il faut imaginer tous les systèmes d'accrochage dont vous allez avoir besoin. Souvent, sur les grandes vitrines, nous, on a l'habitude de proposer en partie haute un rail d'accrochage dissimulé qui vous permet, si à un moment vous en avez besoin, de pouvoir utiliser une tige d'accrochage ou un câble qui vient du haut et qui vous permet au fond d'accrocher. Et puis on peut aussi dès le début imaginer que dans le plafond de la vitrine, vous rajoutiez des tubes de manière à ce que vous puissiez suspendre, là on parle des vitrines qui ont plutôt un grand volume, suspendre un mannequin, suspendre un objet, soit, alors moi j'aime pas trop le fil perlon parce que il a tendance à briller à la lumière et je le trouve plutôt visible, mais maintenant on fait des câbles gainés noirs ou des câbles gainés blancs très beaux qui sont totalement opaques et donc qui ne brillent pas à la lumière. Et donc cette modularité du toit de la vitrine est un vrai sujet. Autre système d'accrochage très intéressant aujourd'hui, c'est tous les systèmes aimantés. Alors, pour ça, il vous faut une vitrine avec un fond acier. Et là, on a l'interface soclage. Alors, l'interface soclage, on l'a traitée de plusieurs façons avec les socleurs. En exposition permanente, mais en éco-conception, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus sur la partie réemployabilité. Oui, parce qu'après, c'est des matériaux qui sont recyclables en fin de vie, mais en termes de modularité, si vous percez, votre vitrine, elle a un trou. Bon, alors, sur du métal, c'est un vrai problème parce que autant le bois, on peut reboucher et repeindre, mais sur les vitrines métal, on a un souci. Donc, nous, ce qu'on propose, on l'a fait par exemple pour le musée de Foix, on propose un calpinage de perçage qui fait qu'après, les tiges peuvent être mises à n'importe quel endroit du fond de la vitrine.
ce qui vous permet d'avoir un soclage direct, ou le fond aimanté, enfin le fond acier avec des aimants, mais ça vous oblige à avoir après le système aimanté qui va bien. Et on a travaillé notamment en art graphique sur des supports aimantés qui vous permettent de fixer n'importe quel art graphique monté sur un carton dans le fond de la vitrine sans avoir besoin d'autre chose. La multiplicité des systèmes d'accrochage peut être vraiment très utile en éco-conception. On a développé aussi tous des systèmes de signalétique magnétique de la même façon pour pouvoir les déplacer facilement sans avoir d'autres interfaces qu'un simple aimant. Et c'est vrai que l'avantage de la vitrine acier, c'est que vous êtes parfaitement inerte. Et donc, en termes de conservation préventive, c'est quand même très intéressant aussi. Ce qui est assez facile à proposer aussi, c'est la vitrine cloche qui transforme en vitrine table, ou la vitrine qui se désolidarise de son pied. On arrive à avoir une parfaite stabilité avec des piétements amovibles. Je vous montrerai quand le slide arrivera l'exemple de Rézé. On a le projet du scénographe, le résultat qui correspond exactement au projet du scénographe, sauf qu'entre-temps, il y a eu l'analyse technique pour apporter au musée la réemployabilité de cette vitrine pour une prochaine scénographie. On travaille aussi beaucoup sur l'équipement pluriannuel. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les musées, c'est de se dire, voilà, je vais avoir besoin à terme d'un parc vitrine complet, mais je ne peux pas cette année. Donc, je réfléchis sur des lignes de vitrines qui vont permettre au fil des expositions, acquérir un parc et que ce parc soit cohérent et se complète. L'éclairage aussi, c'est un vrai sujet dans les vitrines. Il y a des systèmes aujourd'hui très modulables en vitrine, notamment les gammes de spots aimantés. Si vous mettez dans vos vitrines en partie haute un rail aimanté à l'avant enfin à l'avant à l'arrière, c'est pas tout devant tout arrière, mais suffisamment devant pour pouvoir éclairer les objets avec l'angle et suffisamment arrière pour pouvoir éclairer le fond sans taper dedans, voilà. Parce que j'ai un monsieur de l'éclairage, donc je reprécise les choses. Vous arrivez à avoir la possibilité de faire du wall wash, c'est-à-dire de faire une ambiance générale de la vitrine et de rajouter du ponctuel face avant. L'investissement au démarrage, c'est juste l'intégration de 2 rails. Cet investissement vous permet après d'avoir une totale modularité en utilisant ces fameux petits spots magnétiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs gammes il y a 2 fabricants qui les font, Loopy, Corporate France, et donc vous avez la possibilité d'avoir toutes les températures de couleur que vous voulez. Vous pouvez avoir des spots d'immeubles en ligne ou individuellement. Vous pouvez jouer sur les lentilles, vous pouvez jouer sur plein de choses. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut penser non pas la vitrine pour une exposition, mais une vitrine pour les expositions. Et c'est vrai qu'en éclairage, l'éclairage au plafond est un indispensable. Et puis vous pouvez rajouter aussi ponctuellement des éclairages latéraux avec des systèmes là aussi amovibles, donc vous n'êtes pas obligé de les avoir tout le temps. Toujours à base de ces fameux rails aimantés avec des systèmes qui sont eux aussi aimantés. Donc vous mettez les supports de fixation aimantés. Il y a juste le petit perçage pour le passage du câble électrique en partie basse. Très facile à dissimuler si vous n'en avez pas besoin. Et s'il est bien fait, il est propre, on le voit même pas. Voilà, donc ça aussi, la modularité en éclairage aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant parce qu'on est passé à des systèmes vraiment extrêmement petits et amovibles. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, sur l'éclairage, on arrive à apporter une réponse. Pour les vitrines, donc j'ai parlé de l'accrochage. Alors, l'humidité relative, pareil en modularité. Prévoyez toujours d'aborder le taux d'étanchéité à l'air dont vous allez avoir besoin pour vos collections. Si vous avez des collections très fragiles, ça veut dire que dans votre parc de vitrines, vous allez devoir avoir des vitrines relativement étanches pour pouvoir temporiser l'humidité relative.
C'est pas vrai si vos vitrines, si vos objets dégagent beaucoup de cove et à ce moment-là, une trop forte étanchéité génère une surpollution par l'objet lui-même. Donc là, vraiment, il faut travailler à partir du fond pour savoir quel est le bon taux d'étanchéité à l'air qu'il vous faut. Et il faut, en fonction de ça, choisir le bon système d'ouverture de la vitrine. Plus vous allez être étanche et le moins il y aura de profilés, si vous conjuguez les deux, mathématiquement, ça augmente le prix de la vitrine. Une vitrine très étanche où il y a très peu de montants, c'est très compliqué à faire, ça vaut cher. Une vitrine étanche où on a des montants, c'est pas compliqué. Et une vitrine pas très étanche et avec des montants, c'est ce qui sera le moins cher. Voilà. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Il faut vraiment partir de votre besoin en termes de conservation préventive. Et si vous allez avoir besoin de faire du contrôle hygrométrique, prévoyez tout de suite les compartiments pour produits dessicants. Les prévoir au démarrage, ça coûte rien. Quand on a fait les vitrines de Rézé, comme ces vitrines allaient être posées sur des tables, on a demandé au scénographe de prévoir les défonces pour les compartiments pour produits dessicants. Ce qui fait que pour l'exposition en question, ils n'en avaient pas besoin. Mais quand la conservatrice a récupéré ces vitrines de l'Expo Tempo pour son parc de vitrines et qu'elle a réutilisé la vitrine avec son socle, et ben le produit dessicant était de nouveau accessible et elle pouvait avoir une vitrine étanche et avec contrôle hygrométrique. Et l'éclairage, pareil. L'exposition Tempo, c'était un rétroéclairage avec l'arrivée, enfin les socles qui éclairaient l'objet par en dessous. Et la conservatrice voulait après pouvoir utiliser des spots. Et donc en fait, on a conçu les passages de câbles et les perçages de manière polyvalente pour que forcément pour l'Expo Tempo, la scénographe ait ce dont elle avait besoin, mais qu'après la conservatrice puisse aussi avoir un portique et faire un éclairage plus classique si besoin. Les pré-perçages, les bouches, tous les bouchons qu'on peut mettre après pour que ça se voit pas, quand c'est pensé en amont, ça vaut zéro. Parce qu'un perçage, ça coûte pas. Donc, au moment où on fait la tôle, qu'on doit rajouter un ou deux perçages pour la sonde, pour le passage électrique. Par contre, les faire après, c'est très compliqué parce que on doit vous assurer au niveau du métal de la pérennité dans le temps. Donc, il faut que les perçages soient laqués en peinture époxy au même moment que les fonds. Donc, il vaut mieux anticiper des perçages et mettre des caches ou créer des surplateaux qui cachent la partie technique. Comme ça, vous avez tous vos perçages avec les bouchons en partie basse. Vous avez un surplateau. Un surplateau sur une vitrine table, c'est une centaine d'euros. Et après, vous avez cette modularité. Et ça, c'est vraiment un travail à faire en amont du projet. Voilà pour les vitrines. Après, l'autre sujet sur lequel vous pouvez beaucoup travailler, c'est sur les 6 messes d'exposition. Une 6 messes d'exposition, vous connaissez tous la 6 messes traditionnelle. Donc le 6 messes traditionnel, je crois qu'on n'aura pas de PowerPoint, c'est ça? Ah ben voilà, bon, donc ce sera pas de PowerPoint. 18 workshops en 2 jours, hop, celui-là, il a été zappé. Donc la cimèse, vous voyez tous la cimèse traditionnelle, structure sapin. Bon, je peux avancer puisqu'il n'y a pas de PowerPoint. Structure sapin, parement, on le peint, on le rebouche. Alors c'est très bien, sauf qu'en termes d'éco-conception, c'est juste une catastrophe parce qu'à chaque fin d'exposition, on le jette. Alors déjà, vous avez l'association Plint qui est là, qui est génial. Donc vous pouvez en fin de vie mettre vos produits disponibles pour d'autres équipements. Donc si vous faites des socles, plutôt que de les refaire à chaque fois, vous pouvez vous abonner et vous récupérer le matériel gratuitement. Donc ça c'est génial. Mais si on veut éviter d'avoir à évacuer des produits qu'on a fabriqués spécialement pour une expo, en cimèse, on a la solution, c'est la cimèse modulable. Alors c'est des panneaux qui font 4 cm d'épaisseur, qui sont plus légers que la cimèse classique parce qu'à l'intérieur c'est de l'alvéolaire, donc une personne seule peut bouger une cloison de 3 mètres. Voilà. C'est des modules d'1 mètre pour permettre de l'attraper facilement parce que 1,20 m c'est sympa, mais 1,20 m à déplacer pour le personnel c'est moins facile, mais on peut les faire en 1,20 m. Le standard est en 1 mètre à cause de ça. Et vous avez 2,20 m, 2,70 m, 3 mètres. Voilà. Si vous voulez mettre 2,80 m, ce sera 2,80 m. L'avantage de ces panneaux, c'est qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Ils sont réversibles.
et ils sont réversibles au bas. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes 4 usages. Donc, si jamais vous devez les percer, faire une découpe, vous pouvez l'exposition d'après le retourner. Nous, on a fait pour une exposition d'art contemporain un salon qui a lieu tous les ans à Châtillon. Ils étaient en simèse traditionnelle. Et vous connaissez? Ah, mauvais souvenir? Non, bon souvenir? D'art contemporain. Et donc là, en art contemporain, souvent ils percent, ils mettent des systèmes d'accrochage. Donc ils étaient restés en simèse traditionnelle en se disant non, mais en art contemporain, on fait des trucs tellement fous, voilà. Et en fait, on leur a démontré le contraire. On leur a dit voilà, vous avez un parc complet de simèse. En fait, vous en percez combien? Vous avez l'impression d'en percer, d'abîmer beaucoup, mais non. En fait, sur la totalité des simèses, c'est même pas 10% qui est réellement avec écran, perçage, etc. Donc, on leur a fait le calcul de l'investissement du parc initial, qui est un investissement, parce que le système coûte plus cher que la simèse traditionnelle, mais dès la première année, en temps de montage et de démontage, ils étaient à budget constant. Et pour l'année d'après, il suffisait de racheter 10 ou 15 panneaux pour compléter ceux qu'ils avaient massacrés pour faire leur expo pour les besoins de l'expo. Et en fait, ils étaient gagnants. Et ils sont passés à la simèse modulable. Ils ont pu faire des super jolies choses en scéno en rajoutant des volumes et tout, que de toute façon, ils auraient aussi fait sur la simèse tradi. Sauf que là, ils avaient un parc modulable à disposition qui est ultra lisse, donc on peut repeindre, on peut resurfacer, on peut mettre de l'adhésif, enfin on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, la simèse réutilisable est quand même intéressante et donc là, on a quelque chose d'assez intéressant en éco-conception. Voilà. Après, on a parlé des vitrines, l'éclairage, la simèse, l'accrochage. En éco-conception, le plus intéressant, c'est aussi souvent de réfléchir au stockage. Souvent, les musées nous disent oui, mais on peut pas conserver. Alors là, nous, on réfléchit toujours. Là aussi, on peut faire des vitrines en plusieurs parties, ce qui permet de les passer beaucoup plus facilement et de les stocker peut-être plus facilement dans un autre endroit. Les sujets d'accessibilité sont souvent un problème. Quand on nous demande des vitrines hyper importantes, mais l'accès, c'est un escalier en colimaçon. Voilà. Mais le stockage pose aussi un problème. Alors, si la zone de stockage est très loin de la zone d'exposition, il faut se pencher en fait sur l'aspect logistique assez vite pour concevoir, et ça peut être l'allié de la polyvalence et de la modularité, concevoir les objets en plusieurs parties et assumer le joint creux. En fait, le sujet c'est ça, c'est assumer le joint creux, faire du joint creux quelque chose de positif. Ça peut permettre d'intégrer une signalétique, ça peut permettre de créer une ligne, voilà. Et en fait, le joint creux est souvent pas l'allié des scénos parce que voilà, mais je pense que si on est dans l'éco-conception, il y a un moment il faut faire des concessions. Et le joint creux permet de transformer un objet en objet multiple et donc de faciliter la partie logistique et le stockage. Bon, après, il y a Plint pour la réutilisation, mais l'idée, c'est quand même de se constituer un parc de matériel qu'on peut réutiliser. On a aussi souvent des demandes de vitrines de dimensions différentes. On se rend compte souvent que la solution, c'est quand même l'homogénéité du parc, mais recréer les volumes avec le soclage intérieur. Le soclage intérieur, en plus, il a l'avantage d'être réutilisable. Donc, si vous investissez dans des lignes de soclage cube, rectangulaire, enfin ce qu'on veut, après, en agencement, vous récupérez quelque chose qui va être adapté à la collection, mais qui est toujours le même que vous réutilisez. C'est un peu ça. Après, en boutique aussi, on réfléchit beaucoup à la modularité. Les boutiques de musées, c'est comme les expositions. C'est très compliqué parce que quand on la conçoit à un instant T avec un besoin T et on oublie un peu que ça a besoin de bouger. Et c'est vrai que on a développé pour les boutiques et on nous a demandé de l'utiliser en espace d'exposition et ça, je vous assure, on s'y attendait pas. Mais
Bon, parce qu'on l'a vraiment pensé pour la modularité des boutiques et quelqu'un nous a dit mais moi je le veux en expo. Bon, alors c'est pas n'importe quel type d'expo, mais ça l'a fait quand même. C'est des mobiliers qui sont entièrement en kit. Donc là, on est modularité extrême, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que des tiges et des tout petits modules qui se pluguent les uns les autres et vous pouvez faire les mobiliers que vous voulez. Donc en boutique, c'est génial parce que vous créez la table basse, la table haute, l'étagère, le banc d'accueil, voilà. Et c'est que des modules de 32 par 32 en volume. Et vous pouvez faire des semi-volumes, vous pouvez voilà, et on arrive comme ça pour chaque expo, la boutique reçoit son lot d'objets et elle va remoduler complètement sa boutique en fonction de ce qu'elle a. Elle a besoin de textile dans l'étagère, elle enlève 2 étagères, elle met une tringle. Elle a plus de textile, elle remet des étagères. L'éclairage se plug là où elle veut. Elle veut une porte fermée pour faire réserve, elle rajoute une porte. Donc là, on est dans la modalité extrême et c'est les lieux culturels plus que les musées pour l'instant qui se sont tournés vers ce système-là. Mais on est totalement dans l'éco-conception puisque c'est réutilisable quasi à l'infini et totalement modulable. Et en fait, on nous l'a demandé en expo, ils ont fait des panneaux et des cimaises avec des écrans intégrés dedans et ils ont mis des portes vitrées et ils les ont transformées en vitrines. Donc alors après, bon, bah c'est de l'ossature tube carré. C'était pas pensé pour l'expo, mais vous voyez, ça a été adopté. Le sujet aussi, c'est quand vous allez vous engager dans un équipement dans l'éco-conception et que c'est pas une réflexion globale parce qu'il n'y a pas la volonté que tout soit axé éco-conception, parce qu'en fait, si on veut vraiment se lancer dans l'éco-conception, il faut que tout soit axé éco-conception. Le sourcing, la démarche RSE, enfin, c'est très bien, c'est assez lourd. C'est très bien perçu par les visiteurs. Le Canada a fait beaucoup d'études sur l'impact que ça avait pour les visiteurs de savoir que l'exposition était éco-conçue et qu'il y avait 70% de l'exposition qui était du réutilisable. Mais tous les musées sont pas encore prêts à aller dans ce sens-là. Et puis, donc je pense que partir déjà sur la modularité, c'est quand même un axe intéressant et voilà. Et j'espère avoir réussi à vous montrer aujourd'hui qu'on arrive sur le mobilier, à avoir assez facilement quand même quelques axes de réflexion pour gagner en modularité. Voilà. Je ne sais pas si c'était ce à quoi vous vous attendiez. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qui vous paraît le plus abordable dans vos projets? Alors, non, mais une question, moi, que ça me pose, c'est effectivement sur des lieux qui ne vont pas toujours avoir les espaces de stockage. Donc, est-ce que, en fait, est-ce que vous avez une idée ou quelque chose à nous donner sur combien de place ça prend de pouvoir avoir ce parc de mobilier, de vitrines, de cimaises réutilisables? Alors, en fait, d'expérience, quand vous avez une salle d'exposition, il n'y a pas 36 000 possibilités de parcours de visiteurs. Là, je m'adresse au muséographe, mais grosso modo, par rapport à un espace, il n'est pas modulable à l'infini. Vous avez quand même des murs, vous avez quand même des choses qui font que la porte d'entrée est là, la sortie est là, les fenêtres sont là. Bref, vous n'allez pas pouvoir réinventer en expo tempo à l'infini donc les choses. Et en fait, quand on discute avec les musées, ils nous disent que c'est un peu toujours parce qu'il y a le fond. Alors après, sauf si c'est des expos tempo qui viennent d'ailleurs, mais quand c'est des expos tempo qui viennent de leur fond, ils sont quand même beaucoup sur des vitrines avec des dimensionnements assez proches. Donc en fait, c'est pas tout le parc de vitrines que vous devez stocker. Parce qu'en fait, il y a un fond qui est toujours utilisé. Donc il faut pas se focaliser sur comment je stocke la totalité des vitrines, mais en gros, il y a 30% des vitrines
à stocker parce que les autres sont toujours utilisés en fait. Et il faut pas se dire je dois tout stocker parce qu'en fait il y a toujours des vitrines qui sont utilisées. Voilà. Donc c'est à peu près à l'ordre de 30%. Donc c'est pas. Et puis si vous faites de la vitrine démontable, vous pouvez stocker en hauteur avec des racks. Nous par exemple les panneaux, on conçoit toujours des simples chariots s'il y a que quelques mètres à faire, mais si c'est beaucoup plus loin et qu'il faut que ce soit protégé, on crée carrément les caisses qui vont bien et elles sont empilables. Donc en fait, on peut travailler aussi sur l'empilement en hauteur. Là, on vient de livrer Boulogne, merci, avec je sais plus combien de Siemens et on a conçu les conditionnements pour qu'en termes de stockage, on optimise en fonction des dimensionnements de leur salle. Enfin, je veux dire, ça va loin. On fait vraiment l'étude logistique en même temps que le parc. Une autre question sur la lumière. À cause de mon niveau de la langue aussi, il y a des choses que j'ai pas bien compris. Je suis désolée. Non, c'est pas votre, c'est bon, faute. Oui, je sais pas. Et je peux juste dire que je suis impressionné par la complexité de ce qui se passe autour d'un expo ou d'un musée. Mais j'ai pas de questions à vous poser. Venez sur notre stand, je vous montrerai le système de rails magnétiques des éclairages. Oui. Parce que c'est hyper modulable et hyper polyvalent. Oui, j'aime bien qu'au moins j'ai appris pour la complexité de systèmes comme ça. Oui. D'accord, super. Merci. N'étant pas un musée, c'est forcément nous parler de parc de vitrines. C'est sûr. Voilà. Peut-être un peu moins cohérent, mais comme on est quand même amené à faire des expositions, ça va penser à l'exposition pour les futures expos, ça amène des questions. Et penser les vitrines comme étant un objet qui s'intègre, c'est-à-dire que il faut pas que la vitrine s'impose au scénographe. La démarche dans laquelle on s'engage nous aujourd'hui avec l'éco-conception et la modularité, c'est de se dire il faut qu'on conçoive l'objet vitrine comme étant un objet exploitable dans n'importe quelle scénographie. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de la photo tout à l'heure de la vitrine niche, là c'est du traditionnel en agencement avec une paroi vitrée. Aujourd'hui, on réfléchirait le projet en éco-conception avec Je m'équipe. On aurait proposé des vitrines plus grandes, avec la possibilité visuellement de l'extérieur de cloisonner, en rajoutant des cloisons, mais on aurait offert la possibilité au musée d'avoir des niches plus importantes pour des objets plus importants lors d'une prochaine exposition. On aurait mis un système de fixation pour que la vitrine puisse s'accrocher et gérer l'interface cloison de manière technique et bien sûr non visible par le visiteur, mais technique qui permet de fixer sur une simèse modulable et réutilisable. Voilà, on n'aurait pas du tout pensé de la même façon. Parce qu'il faut laisser la créativité au scénographe, en fait. C'est ça. Il faut réussir à apporter au musée la modularité et que quand un scénographe travaille avec le musée, il puisse réellement utiliser les vitrines. Et en fait, l'enjeu, il est là. C'est que l'objet vitrine, le scénographe puisse continuer à se l'approprier et que ça lui donne plein de possibilités alors que la vitrine est déjà préexistante. C'est vraiment ça l'enjeu. Ouais, l'enjeu, c'est en fait que le scénographe ait la sensation qu'il fasse une scénographie complètement personnalisée pour vous, avec une vitrine qui a plusieurs, qui soit en fait un couteau suisse. Nous, on a développé et on travaillait avec les clients. On a fait par exemple le chronographe à Rezé, où on a fait une vitrine qui était indépendante avec une partie volume qui était intégrée dans la scéno, et on a prévu avec notre cliente en fait de pouvoir mettre des pieds et de l'aménager pour que quand l'expo tempo soit finie, elle puisse réintégrer cette vitrine-là comme une vitrine table lambda qui avait tout un autre office. La difficulté, c'est souvent que les scénos veulent à chaque fois réinventer aussi quelque chose. C'est-à-dire que nous, même au niveau Promuseum, on a essayé pendant un temps de faire de la location de vitrines
pour que vous ayez la possibilité d'avoir à moins cher et qu'on conserve aussi ces vitrines-là et qu'on vous les loue. Sauf qu'à chaque fois qu'on faisait une dimension, une couleur et une façon de faire, la Céno d'après nous dit « Elle est très bien, Sylvain, ta vitrine en 1 mètre de long. Elle me va parfaitement, sauf qu'il faut qu'elle me fasse 1,10 m. » Donc en fait, au bout d'un moment... Mais ça, il faut que les scénographes, ils apprennent aussi à nous aider à éco-concevoir. À accepter qu'une partie du parc soit... Alors, jamais la totalité. On arrive... Enfin, moi, j'y crois pas. Après, je sais pas si je vais... Mais moi, j'y crois pas que la totalité d'un parc puisse être... Déjà, si on se donne comme objectif que 60-70% d'une expo se fasse à partir de choses réutilisables, ce serait fantastique. Aujourd'hui, on en est très, 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 très loin. On y arrive, mais c'est... Il y a des endroits qui sont précurseurs pour ça qui arrivent, mais il y a des endroits où c'est pas le cas. Mais il faut tendre à ça. Mais il y aura toujours un peu de sur-mesure parce que la Céno, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Chaque exposition est différente, donc il y a des choses. Mais en travaillant très en amont, on arrive quand même à apporter aux scénographes de la polyvalence. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, si? Ah oui, donc vous connaissez parfaitement votre parc. Donc vous créez avec cette contrainte. Oui, l'inventaire est super important. Savoir ce qui est, où c'est, qui l'utiliser, dans quel état c'est. Dans quel état, les dimensions, quelle couleur, s'il y a de la peinture à faire. Donc il y a cette contrainte-là. Il faut que ça soit... Surtout si quelqu'un prend une vitrine pour une exposition itinérante, il faut que ça soit noté pour avoir le suivi. Donc, bien sûr, voilà. Bien sûr. Il y a quand même des contraintes de remise à neuf. C'est du temps d'équipe aussi de travail derrière, plutôt que du neuf. Et c'est très important dans le choix des matériaux, prendre des matériaux qui vont vivre ça bien. Oui. Ouais. Donc, parce que nous, on aime bien mettre les vitrines les prisonniers à la couleur de la thématique, de la section de l'expo. Donc, on utilise des aquapapers, mais voilà. Ouais, très bonne idée. Il y a ces contraintes-là. Effectivement, il y a la contrainte de stockage qui est pas simple, anodine, oui. Et de manutention aussi. C'est-à-dire que l'éco-conception, ça pose plein de contraintes derrière. Même si c'est un idéal. Non, mais c'est clair. Voilà. C'est clair. Et c'est pour ça que je disais assumer le joint creux pour avoir des mobiliers qui se démontent parce que c'est beaucoup plus facile à stocker, c'est beaucoup moins lourd à déplacer. Alors après, nous, on a plein d'astuces parce que nos vitrines, elles peuvent monter à 400, 500, 600 kilos. Donc nous, on est habitués à avoir des astuces pour déplacer facilement à 2 personnes, même des monstres. Mais en stockage, c'est horrible, les vitrines entières. Alors, vous avez la vitrine Franck, qui est un très bon exemple de vitrine démontable pour les grands formats. Parce que c'est un petit profilé de 8 mm seulement qui fait l'assemblage des parois en plexi ou en verre. Et pour les grands volumes, c'est là qu'on a le plus de modularité, c'est la vitrine Franck. Et ça se stocke bien parce que c'est que des plaques. C'est le choix qu'a fait le musée de l'armée à Paris pour faire ces expos de tempo. Ils ont pris la solution Franck. Et on l'a fait il y a pas très longtemps. On a fait une expo aussi pareil. Oui, tout à fait. La vitrine Franck, moi je l'aime beaucoup et elle a l'avantage d'être parfaitement étanche. Donc en plus on peut faire du contrôle gros. Par contre, pas d'étagère, c'est des volumes, c'est des grands volumes quoi. Oui, des grosses pièces. Ouais, c'est des grosses pièces. Donc il faut soclage et tout, mais par contre ça se démonte parfaitement. Oui, mais il est plus léger aussi pour la manutention. Donc ça se conditionne aussi beaucoup mieux et dans la modularité, c'est pas un matériau qui est neutre. On a une qualité de transparence qui est, moi je pense, meilleure même avec des beaux plexis par rapport à du verre. On a seulement la partie de rayé qui peut être un petit peu contraignante, mais c'est aussi des matériaux vers lesquels on va changer. Alors en Europe, on a du mal avec le plexi, mais aux États-Unis, Brésil, Canada, ils sont très très flexibles. Oui, il y a des cultures sur les matériaux. Et avec les énergies, c'est 20-30% moins cher. Après, on pense toujours Expo Tempo, mais on peut travailler sur les conceptions et la modularité en permanent, hein, parce que la rotation des collections, c'est quand même aussi un sujet. Hein. Et là, on peut retrouver sur des vitrines avec un certain... Là, on a fait Draguignan, par exemple. Draguignan, c'est une conception de Philippe Maffre. On a fabriqué... on a travaillé sur des vitrines existantes pour intégrer des systèmes de contrôle hygrométrique actif.
La contrainte là, c'était, enfin, la conception de Philippe Maffre, c'était ça, c'est-à-dire que je crée un volume vitrine, il est cloisonnable, on peut transformer la paroi vitrée en panneau, ce qui fait qu'à chaque scénographie, chaque mur devient soit vitrine, soit panneau pour une totale liberté de la scénographie. Et là, on est en fait sur un espace permanent d'expo temporaire, c'est-à-dire que ils ont choisi ce système-là et le scénographe doit le prendre en compte, mais avec une modularité incroyable. Et alors c'est assez coûteux puisque chaque élément est équipé pour le plus. Chaque équipement peut être vitrine, chaque équipement peut être panneau, chaque équipement peut être contrôlé hygrométriquement parfaitement. Enfin, donc c'est assez onéreux. Mais alors par contre après pour le scénographe, c'est un terrain de jeu fabuleux parce que tout est transformable. Et là, on travaille beaucoup là-dessus, à essayer justement d'offrir de la pérennité, mais de garder le terrain de jeu. Voilà, ce sera, je crois, le mot de la fin. Merci de votre attention, très bonne soirée à vous. Au revoir.